Malgré les efforts faits par le gouvernement pour mettre la voirie en état et éviter ainsi les accidents, les routes ivoiriennes sont toujours ensanglantées. En 2015, notre pays a enregistré 10 632 accidents et déploré 883 pertes en vies humaines et 9 269 blessés graves. La quasi-totalité de ces accidents sont causés par les hommes. Cette caravane, qui a connu la participation d'acteurs associatifs, exhorte tous les usagers de la route à respecter les règles de circulation et incite à l'adoption de comportements positifs conformément aux prescriptions de la sécurité routière. Nous avons des mauvais comportements sur nos routes. Nous ne respectons rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que cela soit un souvenir et que tout conducteur, un citoyen véritable, protège les Ivoiriens et protège la vie des Ivoiriens. Cette opération de sensibilisation a également pour ambition de valoriser et faire connaître les actions fortes menées par le gouvernement, avec notamment l'amélioration du contrôle radar ainsi que la mise à disposition de smartphones capables d'identifier sur place les titres de transport. Il faut faire en sorte que ça ne soit plus un agent qui décide. Donc, dès que vous êtes en excès de vitesse, automatiquement vous êtes flashé et l'information vous revient sur votre portable et est enregistrée au niveau de la base de données. En Côte d'Ivoire, sur 1 million de véhicules en circulation, seulement 340 000 se soumettent à la visite technique selon l'administration en charge de ce service. On a beaucoup d'experts qui vont à la retraite, qui ne savent pas quoi faire. Ceux-là, il faut absolument les identifier et puis les mettre dans la banque de données pour que tout ce monde-là sache qu'ils valent de l'argent et qu'ils peuvent se servir un peu de leur expertise passée dans les différentes organisations pour qu'ils puissent vivre sainement de ce qu'ils ont appris. Expert et fin stratège, le consultant recherche des solutions pour améliorer le fonctionnement des entreprises dans des domaines comme l'organisation, la relation client, les ressources humaines, les systèmes d'information, l'environnement. Adamayo le sait et il veut mettre toutes les chances de son côté pour mener à bien sa mission. D'où sa participation à la formation sur les outils de la consultance. Ce diplôme me permettra de pouvoir rehausser ma carrière ainsi que mon CV pour les différentes offres d'emploi à venir. Une formation qui va booster la qualité du travail des apprenants. Béatrice, technicienne géomètre, a pu obtenir des marchés après ce renforcement des capacités. Ce qui a fait que j'ai voulu suivre ces cours, c'est surtout pour le montage des dossiers d'appel d'offres. Ça m'a vraiment apporté beaucoup parce que ça m'a appris à monter les dossiers d'appel d'offres et à faire la suivi des projets. Et aujourd'hui, ces cours m'ont permis d'avoir des marchés. Une cinquantaine de diplômés avec leur diplôme en poche iront à l'assaut des marchés. Ces spécialistes vont mettre en place soit un outil de ressources humaines ou une solution technologique innovante, soit identifier et analyser des problèmes et rechercher des solutions. Des professionnels appelés à comprendre les besoins du client et ses inquiétudes, le fondement du métier de consultant. Ils ont tous été formés par le Centre de communication et de développement des entreprises. Sur les traces d'un des plus gros mammifères d'Asie. Ces gardes forestiers indonésiens viennent de repérer un éléphant de Sumatra. Leur mission, éviter la confrontation entre les humains et les pachydermes. À dos d'éléphants nés en captivité, les équipes patrouillent la jungle et informent les villageois de la présence des animaux. L'objectif principal de notre unité pour les éléphants, c'est d'apaiser les tensions entre les hommes et les animaux grâce à nos éléphants. L'éléphant de Sumatra a été classé en voie de disparition en 2012. En 25 ans, près de 70% de son habitat naturel a été détruit. En quête de nourriture, il visite les champs voisins et provoque la colère des villageois. Des tensions qui tournent parfois au drame. De nombreuses bêtes sont abattues et d'autres victimes des braconnages. L'une des solutions pour les patrouilleurs, recrutés au sein de la communauté locale. Les éléphants de Sumatra sont des emblèmes. C'est très important de les protéger pour l'avenir de cette espèce qui est en voie de disparition. Alors, si la communauté se sent impliquée, elle les protégera.
punya rasa memiliki, pasti mereka akan sama-sama menjaga. Les unités de surveillance sont réparties autour du parc national de Waikambas, qui abrite près de 250 éléphants de Sumatra. Des efforts qui portent leurs fruits. Selon les Cornacs, la fréquence des conflits a baissé de 80% depuis le début des patrouilles. Probablement le meilleur espoir de survie pour ces géants d'Asie. Quand il y a 4 ans, cet ancien ouvrier automobile a commencé à travailler à la clouterie Rivière au nord de Paris, il s'est retrouvé face à 325 vieilles machines qui se ressemblaient toutes. Un vrai casse-tête. Le matin, quand j'arrivais, mon chef il me disait « Aujourd'hui, tu travailles sur la 1020, la 6, la 128, la 580. » Oh là là là, tout est mélangé là-dedans, je ne les retrouvais pas. Alors Emidio a eu une idée pour ne plus se perdre. Il a donné un prénom à chacune des machines, dont la plus ancienne date de 1895 et la plus jeune de 1925. La première rangée là-bas, c'est les rangées des A, Albertine, Antoinette, Aurore. La rangée des B, Bernadette, Béatrice. La rangée des C, Catherine, Christine. Ici, c'est la rangée des H. Nous sommes chez Huguette. La clouterie, qui se proclame dernier fabricant de l'Hexagone, a été fondée en 1888 par Théodore Rivière, inventeur d'une technique qui consiste à étirer des fils de métal pour produire des clous de manière continue et sans perte de matière. Mais pas n'importe quel clou. Ici, on fait d'abord dans le haut de gamme. Ces clous-là, actuellement dans l'entreprise, c'est peut-être les clous les plus précis qu'on fait. Donc c'est-à-dire que c'est des clous où on est obligé de travailler à la loupe, regarder beaucoup de paramètres à la loupe, parce que le crayon veut des tolérances vraiment au centième. L'entreprise et ses 18 salariés, d'une moyenne d'âge de 53 ans, produit 2800 types de clous différents, des modèles souvent introuvables sur le marché et très prisés des segments spécialisés, comme chez ce fameux fabricant de chaises de bistrot. Ils ont un traitement spécial et ce traitement est fait pour s'arracher quand on l'enfonce. Il est fait pour s'arracher de façon à ce que ça rouille dedans et ça bloque. En privilégiant les marchés les plus pointus, la clouterie concurrence la production asiatique et enregistre depuis quelques années une croissance annuelle de 10%, grâce notamment à l'export et l'ouverture récente de la vente sur Internet. Ça dessert un besoin. Auparavant, on vendait minimum dans les emballages de 10 kg par exemple. Aujourd'hui, sur Internet, on vend par 100 pièces parce que c'est à peu près la quantité qu'il faut pour refaire une porte. Se moderniser, pour cette entreprise plus que centenaire, c'est aussi ouvrir ses portes au tourisme industriel et au cinéma. Déjà 4 tournages accueillis dans ses locaux et 5000 visiteurs par an. « 1952, les Mao Mao, membres d'une société secrète de la tribu Kikuyu, se révoltent contre les colons britanniques. La révolte, qui dure 4 ans, est violemment réprimée. Les Kikuyu, sans distinction, sont tous concernés. 13 000 d'entre eux seront massacrés. 40 000 internés et l'état d'urgence levé en 1960. Jomo Kenyatta, leur leader, est emprisonné. Mais les changements lancés par l'émergence d'une classe moyenne africaine allaient prendre forme dans le pays. Le mouvement indépendantiste ira en se structurant. En 1960, l'Union nationale du Kenya, KANU, est fondée. Jomo Kenyatta en prend la direction après sa libération. La KANU, s'appuyant sur les 2 principales ethnies, Kikuyu et Luo, va favoriser la création d'un État centralisé. Mais la domination des Kikuyu entraînera la fracture. Ronald Ngala et Daniel Arap Moi, les 2 leaders de la KANU, vont faire scission. Les ethnies minoritaires créent l'Union démocratique africaine du Kenya. Le 12 décembre 1963, le Kenya est indépendant. 1 an plus tard, le pays devient république avec pour président Jomo Kenyatta. Le KADU, qui avait perdu les élections générales de 1963, s'autodissout et rejoint le KANU.